Pierre Bellemare et Jacques Antoine, les dossiers d'Interpol, tome 1. Les deux foulards. C'est une vieille dame du Sud, vêtue d'un manteau gris, les cheveux blancs soigneusement coiffés. Une vieille dame très digne, veuve d'un consul des États-Unis en France. Madame Copus, Yvonne, est née en 1890. Sa paisible retraite a pour cadre les environs de Morgan City, en Louisiane. Sa villa, baptisée Le Retour, dort au soleil de décembre au milieu d'un parc. Les gardiens, un couple installé là depuis 1946, regardent sortir la vieille dame. « Je sors un moment, dit-elle, je serai de retour pour le déjeuner. » Au détour de la route, un homme attend Madame Copus au volant de son automobile. C'est Jean-Baptiste Protesta. Il est courtier libre en immobilier à New Orleans. Madame Copus l'a chargé de gérer ses affaires. Le soir, la vieille dame n'est pas revenue. Le lendemain, mercredi, 28 décembre, non plus. Ce jour-là, la gardienne de la villa, Le Retour, morte d'inquiétude, signale la disparition de sa patronne à la police de Morgan City. Mais dans la soirée du même jour, des proches de Madame Copus reçoivent chacun une brève missive bizarre. « Je suis obligée de m'absenter quelques jours. Je vous donnerai de mes nouvelles. Madame Copus. » Les lettres sont postées de New Orleans et surprennent tous les destinataires, car Madame Copus avait l'habitude de taper à la machine et de signer Yvonne. La police de Morgan City en est informée. Mais la vieille dame reste introuvable. Le 12 février 1964, à 10h du matin, à 3000 km de là, Mademoiselle Maillard quitte sa villa de Québec, où elle réside depuis peu, en déclarant à sa femme de ménage « Je vais faire des courses ». C'est une vieille demoiselle aux cheveux noirs, frisés et aux yeux sombres. Elle est née le 10 janvier 1903, à Trois-Rivières, dans la province du Québec, où ses parents, fortunés, tenaient un commerce. En 1944, à l'héritage de sa famille s'est ajoutée une indemnité versée par les assurances, le commerce ayant été détruit par un incendie. Mademoiselle Maillard ne s'est installée à Québec que plusieurs années plus tard. En 1963, elle est réapparue à Trois-Rivières, accompagnée d'un homme présenté comme son chargé d'affaires. Ce dernier s'est occupé dans la région de récupérer des sommes d'argent que la vieille demoiselle avait prêtées à différentes personnes. Il a réalisé également des titres de propriété appartenant à sa cliente. Son nom, Félix Carcopino, agent immobilier à Québec. À partir de cette date, on voit souvent Mademoiselle Maillard accompagnée de l'agent immobilier dans une petite localité des environs de Québec. Pour le compte de la vieille demoiselle, l'agent immobilier s'occupe de la construction de la Villa Mirador, entreprise grâce aux sommes perçues des assurances. Mais à partir de ce jour, 12 février 1964, où elle part faire des emplettes, on ne la revoit plus, tout comme Madame Copus. Il s'agit donc de deux disparitions à 3000 km l'une de l'autre, dans des pays différents, où l'enquête est menée par des polices différentes, sous des juridictions différentes. Une seule similitude, il s'agit de deux vieilles personnes francophones vivant en Amérique du Nord, plutôt riches, et qui ont toutes deux un homme d'affaires. Pour l'instant, nul ne se préoccupe du rapprochement, l'agent immobilier. Dans les deux cas, l'agent immobilier est resté sur place. À propos de Mademoiselle Maillard, elle a répondu à la police. Je ne sais pas son adresse, je ne connais que le numéro de son compte en banque où je fais verser les fonds. À mon avis, elle est au soleil en Espagne. Et pour Madame Copus, à mon avis, elle est au soleil en Italie. Alors, à la requête des deux polices locales, le bureau d'Interpol d'Ottawa et celui de Washington font adresser une simple demande de recherche à Interpol de Rome pour Madame Veuve Copus et Madrid pour Mademoiselle Maillard. Des vieilles dames, il en disparaît dans le monde tous les jours, peut-être même plusieurs par jour, mais devant la vague similitude de ces deux disparitions, la documentation criminelle d'Interpol ouvre un dossier. Rien de plus bébête à première vue que ces dossiers. Ils sont là par milliers à dormir dans des classeurs gris, attendant on ne sait quoi, on ne sait qui, on ne sait quand. En voici un des plus à la rubrique disparition. Ce que le profane ne sait pas, c'est que le dossier d'Interpol a une vie propre, une vie intérieure. Il s'ouvre et se referme au gré des renseignements codés. Il les digère et les restitue. Parfois en prenant son temps, parfois dans un sursaut. Et il y a une nourriture que le dossier d'Interpol adore, les coïncidences.
La première coïncidence vient d'Ottawa, où la police locale recherche l'agent immobilier Félix Carcopino, celui de Mademoiselle Maillard. Elle le recherche pour l'interroger une nouvelle fois, mais il a quitté le Canada. Sa note de recherche tombe dans le dossier conjoint Maillard-Copus, vieille dame riche disparue, classée au secrétariat général de l'Interpol. Le dossier avale et restitue pour Ottawa la coïncidence. 2 disparitions, 2 agents immobiliers, l'un Carcopino, l'autre Protesta. Non à consonance méditerranéenne, ne s'agirait-il pas du même homme? C'est ainsi que le dossier Maillard-Copus s'enrichit de 2 photos tout à fait digestes. L'une a été prise dans le paysage presque tropical de la Louisiane et l'autre sur les remparts enneigés de Québec. Mais il s'agit du même homme, petit, très brun, le visage anguleux, comme mal taillé, mal fini, mais avec des yeux noirs très vifs, un sourire nerveux, des costumes stricts achetés ou décrochez-moi ça. Dans les 2 pays, au cours de l'enquête menée avec soin par la police locale, le petit homme a été longuement interrogé. Mais il fallut le relâcher car il avait réponse à tout et on ne pouvait rien relever contre lui. D'ailleurs, il n'y a toujours rien à relever contre lui, sauf de changer de nom et d'avoir quitté Washington pour la France. C'est donc un avis de recherche précautionneux qu'Interpol diffuse en France. Et c'est donc pour l'interroger avec précaution qu'un commissaire de la police judiciaire de Nice l'attend dans le hall de l'hôtel où il a été signalé après 3 semaines d'enquête. Il entre vêtu de façon très estivale d'un pantalon blanc et d'une chemise tahitienne. Mais seul son costume est en vacances. Son visage, lui, est agité de tics nerveux. Il exprime son étonnement avec une pointe d'accent dont il est difficile de percer l'origine. « Monsieur le commissaire, je ne suis de retour en France que depuis 2 mois. Je me demande ce qui peut bien motiver cette visite. » Simple précision d'identité, voilà. Nous vous connaissons ici sous le nom de Jean-Baptiste Protesta. Ne vous êtes-vous pas fait appeler aussi Félix Carcopino? En effet, au Canada. Pourquoi ces 2 noms? Protesta est mon vrai nom, mais j'ai choisi là-bas de me faire appeler Carcopino parce que c'était le nom du propriétaire de l'agence immobilière que j'avais acheté à Québec. Pour cela, vous avez dû vous faire établir de faux papiers. C'est interdit. Je sais, mais je n'ai pas eu l'impression de commettre un bien grave délit. C'est à ce sujet que vous voulez m'interroger? Non. Vous avez connu Madame Veuve Copus et Mademoiselle Maillard? Oui, bien sûr, nous y voilà, soupire Jean-Baptiste Protesta. Car il soupire et il a l'air de penser. Quelle plaie que ces 2 vieilles, tout en prenant son parti de la chose. Il s'installe plus confortablement dans son siège, essaie de contenir ses tics nerveux et allume une cigarette. En ce qui concerne son passé, il est assez vague. « Je suis né à Casablanca, dit-il, et j'ai 46 ans. J'ai été le chef de la section économique de la province de Rabat jusqu'en 1961. Auparavant, j'ai eu de nombreuses activités. J'étais le garde-corps du résident, le général Guillaume. Après l'indépendance du Maroc, j'ai dirigé une entreprise de transport, ce qui m'a valu des ennuis. L'un de mes camions avait ses phares mal réglés et j'ai été arrêté. Alors j'en ai eu assez et je suis parti. » Jean-Baptiste Protesta et élude les questions qui lui pose le commissaire sur la période qui a précédé son arrivée en France en 1960 et affecte de ricaner. À l'époque, on a dit que j'étais barbouze. Et il regarde son interlocuteur en face comme pour lui prouver qu'il n'a pas du tout la tête d'une barbouze. Le policier, lui, revient à ceux qui le tracassent. Comment peut-on être courtier immobilier en Louisiane et au Québec en même temps? C'est tout simple. Je voulais aller me fixer en Amérique du Nord, quelque part dans une province où l'on parle français, tant qu'à faire. Je suis un homme actif. J'ai décidé de tenter ma chance à New Orleans et à Québec. Je me serais fixé ensuite là où ça marchait le mieux. Pourquoi êtes-vous revenu en France alors? L'homme lève les bras au ciel pour répondre. Mais à cause de ce manque de chance incroyable. Rendez-vous compte. Voilà que dans les 2 villes, je suis mêlé à ces disparitions stupides. C'est stupide, monsieur le commissaire. Et subitement, il s'emporte. J'ai déjà subi 2 interrogatoires. L'un de la police des USA et l'autre de la police montée à Québec. Ça devrait suffire. De quoi me soupçonnez-vous? D'avoir tué 2 rentières? Et pour quel motif? C'est moi le nouveau Landru, tueur de vieilles dames?
Oh, je sais, vous allez me soupçonner d'être un homme malhonnête et me demander d'où je tiens mon argent. Lorsque j'étais surveillant de plage au Maroc, j'ai été décoré pour 138 sauvetages en mer. Quant à l'argent que j'ai, je travaille, je l'ai gagné, à se demander si je ne suis pas victime d'une sombre machination. Songez, dit encore Jean-Baptiste Protesta en gesticulant, que la disparition de Madame Copus me coûte, au bas mot, 15 000 $. Comment ça? J'avais établi un dossier qui lui aurait permis de faire construire 20 villas. Vous n'imaginez pas les difficultés administratives qu'il m'a fallu vaincre. J'avais abouti et voilà que Madame Copus disparaît. Et la fortune de Mademoiselle Maillard, Jean-Baptiste Protesta, hausse les épaules. Tout ce qu'elle possédait provenait des versements des assurances. Et vous avez tout de même signé une procuration? Oui. J'avais une procuration de sa main, mais c'était pour régler des corvées. Là aussi, j'en étais le plus souvent de ma poche. Décidément, vous n'avez pas de chance. Vous pouvez le dire. Imaginez la tête que j'ai faite quand elle est venue me trouver à ma villa pour m'annoncer qu'elle partait se marier. Et où ça? En Espagne. Elle avait rencontré un colonel français de l'Oise, provisoirement réfugié au Canada et qui avait décidé de se fixer définitivement en Espagne. Comme je m'étonnais qu'elle n'ait prévenu personne, elle s'est mise à écrire à chacun des membres de sa famille. Je ne l'ai pas vu le faire, car à ce moment-là, j'étais sous la douche. Mais lorsqu'elle a terminé ce courrier, elle m'a demandé de le mettre à la poste. Je l'ai accompagnée jusqu'à la voiture où l'attendait le fameux colonel, avec qui j'ai échangé 2 ou 3 mots. Je ne l'ai jamais revu. Et l'autre, Madame Copus, je crois qu'elle est en Italie. J'ai déjà raconté 10 fois à la police à New Orleans qui n'a rien trouvé à redire. Mais je veux bien vous le raconter aussi. Jean-Baptiste Protesta ne raconte pas les circonstances de cette disparition, car le concierge de l'hôtel l'appelle le commissaire. On vous demande au téléphone cabine 3. Le commissaire s'enferme dans la cabine. Par la vitre, Jean-Baptiste Protesta voit le commissaire hocher plusieurs fois la tête, comme si on lui apprenait quelque chose d'important. Puis raccroche et vient tout droit vers lui. Protesta, voulez-vous me suivre au bureau de la police judiciaire? L'homme sent qu'il vaut mieux ne pas s'insurger. Il suit dignement le commissaire dans les bureaux de la police judiciaire de Nice. Le petit quinquagénaire, nerveux et inquiet, répond au flot de questions qu'on lui pose, en émaillant ses réponses d'insolence et de mensonges incontrôlables, et continue à récuser, point par point, les similitudes accablantes pour lui. Mais vers 17 heures, le commissaire lâche l'artillerie lourde qu'il avait gardée en réserve. Il Protesta encaisse un choc en apprenant qu'Interpol, disposant maintenant du dossier complet des 2 disparitions, il a fait une découverte intéressante. Le jour de la disparition de chacune des 2 vieilles dames, il est établi que Jean-Baptiste Protesta avait acheté un foulard pour l'offrir à Madame Copus, a dit Protesta à la police de New Orleans, pour l'offrir à Mademoiselle Maillard, a-t-il dit à la police de Québec. Évidemment, chacune des 2 polices avait accepté cette explication sans discuter. Mais au secrétariat général de Saint-Cloud, le chef de groupe A a suggéré. Ici, c'était pour les étrangler. On imagine très bien la chose. En effet, chaque vieille dame, ouvrant la boîte, « Oh, qu'il est joli, essayez-le. S'il ne vous plaît pas, je pourrais vous le changer. Permettez que je vous aide. » Et craque, plus de vieille dame. Cette fois, Jean-Baptiste Protesta donne des signes d'affolement. Son visage déformé par les tics est marqué d'une angoisse grandissante, et il ne tient à sa chaise que par un effort de volonté cousu de fil blanc. À 9 heures du soir, quand on lui annonce que la police de New Orleans et celle de Québec vont fouiller les 2 villas qu'il habitait en Amérique du Nord, il s'effondre. Sa tête s'enfonce dans ses épaules et après un silence qui semble ne devoir jamais finir, il passe aux premiers aveux. Mais il parle comme un gangster chevronné, un homme du milieu, et la thèse des policiers français ne devient certitude que très tard dans la nuit. Lorsque le suspect se décide, après quelques versions rocambolesques, à préciser l'endroit où il a enterré ses 2 victimes. Le petit homme est épuisé, il regarde le commissaire appelé Interpol à Saint-Cloud, qui appelle Interpol à Ottawa, et à Washington, les minutes tombent, scandant le rythme
des tics nerveux de l'assassin dont le visage se décroche de plus en plus. À Nice, il est maintenant 3 heures de la nuit. En Amérique du Nord, il est 8 heures du matin. À Nice, pour converser avec les États-Unis, on a fait venir un interprète. Allô, New Orleans, ici police judiciaire de Nice. Le cadavre de Madame Veuve Coppus se trouverait dans la cave de la villa qu'habitait Jean-Baptiste Protestat. Allez-y et rappelez-nous. Allô, Québec, la police montée. Le cadavre de Mademoiselle Maillard se trouverait sous le carrelage d'une chambre dans la villa que Félix Carcopino habitait. Allez-y et rappelez-nous. Quelques instants plus tard, guidés depuis Nice par téléphone, les policiers de New Orleans descendent dans la cave d'une villa où passent toutes sortes de tuyauteries. Là, à la lueur des projecteurs qu'ils ont amenés, 2 officiers commencent leur travail de fossoyeurs. À Québec, dans une chambre du rez-de-chaussée devant la gardienne affolée, les policiers entreprennent de faire sauter le carrelage. À New Orleans, au bout d'une demi-heure, les 2 fonctionnaires creusent. Toujours dans un nuage de poussière et une chaleur suffocante, ils se sont mis torse nu et commencent à douter de trouver là un cadavre. À Nice, Jean-Baptiste Protestat insiste et prononce cette phrase étrange. Qui continue, ils vont le trouver. Si j'avais su qu'ils auraient tant de mal, j'aurais creusé moins profond. À Québec, on demande des précisions. À quelle distance du mur exactement? À Nice, Jean-Baptiste Protestat répond « à 2 mètres », qu'il fasse attention de ne pas creuser vers la tuyauterie du chauffage. L'homme ne manque pas d'à propos. Enfin, vers 10 heures du matin, apparaît à New Orleans la preuve matérielle du crime, la main droite décharnée de Madame Veuve Coppus, et à Québec, à 80 cm de profondeur, apparaît celle de Mademoiselle Maillard. Et Jean-Baptiste Protestat a cette curieuse conclusion. Ils ont mis plus de temps que moi, mais je reconnais que ce n'est pas facile. Drôle d'homme que la justice a condamné à perpétuité et dont l'histoire n'a pas fait la une des journaux. C'est beaucoup mieux ainsi. Il avait en France une femme et 2 enfants, vivant heureusement sous un autre nom, qui n'ont appris qu'à leur majorité que leur père était un assassin de vieille dame. Fin.